7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Marie-France Garot nous a quittés avant-hier dans sa résidence de Saint-Pompin, laissant derrière elle une brillante carrière politique, avocate ou fonctionnaire. Marie-France Garot aura marqué les esprits de sa génération pour avoir été l'éminence grise du président Pompidou, une conseillère lucide, audacieuse, convaincue, engagée dans un premier temps auprès de Jacques Chirac lorsqu'il était à la mairie de Paris. Elle participe dans l'ombre à la rédaction de l'appel de Cochin, déclaration allant à l'encontre de la droite pro-européenne et maastrichtienne. Évincée de l'entourage de Chirac après les élections européennes de 79, elle se prépare aux élections présidentielles de 81 où elle obtient un très faible score, ce qui l'amène à prendre la présidence de l'Institut national de géopolitique. À l'approche des élections européennes, quel regard Marie-France Garot peut nous aider à porter sur cette institution supranationale? Notre invité ce matin, Éric Branca, pour en parler. Merci d'avoir accepté notre invitation, Éric Branca. Vous êtes historien, journaliste, spécialiste du gaullisme et auteur de nombreux ouvrages. De Gaulle et les Français libres aux éditions Albin Michel, Jacques Chirac ou encore De Gaulle et les grands aux éditions Perrin, paru très récemment, je crois. Paru en 2022. Ah oui, 2022. Éric Branca, dans un premier temps, j'aimerais vous faire écouter l'extrait d'une vidéo que vous avez vous-même partagée sur votre réseau X, une vidéo de Lina. Je vous laisse écouter ce que dit Marie-France Garot. Vous voyez, moi j'avais 6 ans en 1940. Par conséquent, je n'ai pas connu ce qui pour moi est probablement ce qu'il y a de plus grand et de plus beau et de plus exigeant, c'est-à-dire le gaullisme de la guerre, le gaullisme de Londres et de la résistance, le gaullisme intransigeant, exigeant et solitaire. C'est pour cela que quand on me demande si je pense que je suis gaulliste, je réponds que je n'oserais jamais le dire. Qu'est-ce que ça dit de Marie-France Garot ? Écoutez, ça dit tout. D'abord, ça évoque la distance effroyable qui nous sépare de la classe politique actuelle. Oui. Parce qu'une pensée aussi ramassée, aussi précise, aussi sincère, c'est devenu très rare. Et puis, surtout, ça montre que son intransigeance était teintée d'une grande modestie. On ne dit jamais, parce que je lis beaucoup de bêtises depuis que Mme Garot est morte. On lit beaucoup de bêtises sur le côté cruel, cette intransigeance qu'on présente comme de la cruauté, alors que c'était uniquement de la conviction. Voilà, c'est un très bel extrait. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout dans la classe politique aujourd'hui, parmi tous ceux qui se revendiquent du gaullisme. C'est ça qui fait la différence. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde se drape dans les oripeaux du général de Gaulle, alors qu'on fait en toute chose, je dis bien en toute chose, en tout cas dans les allées du pouvoir actuel, le contraire de ce qu'il avait fait. Vous avez une petite anecdote, je crois, au sujet de cette émission, de ce passage à la télé de Marie-France Garot. C'était un de ses premiers passages lorsqu'elle se présente à l'élection présidentielle de 1981. Je crois que ça date de la fin de 1980. Et Marie-France Garot n'était jamais passée à la télévision. Jamais, puisqu'elle travaillait discrètement dans l'ombre des puissants, enfin de Georges Pompidou puis de Jacques Chirac, qu'elle a quitté à ce moment-là. Et elle était assez intimidée par les caméras. Et c'est devenu une bête de télévision en quelques mois. Et tout le monde l'a découverte. Et c'est devenu vraiment quelqu'un de, comme on dit dans le jargon médiatique, c'était un bon client des plateaux, mais au départ, pas du tout. Et elle se sentait très intimidée. Ça a duré 3 semaines, je vous rassure. En 1974, elle rejoint, accompagnée de Pierre Juillet, Jacques Chirac et participe à la rédaction de l'appel de Cochin. Elle considère d'abord l'élu du RPR comme son poulain. Elle le quitte en 1979 sur ces termes. Je croyais que Chirac était du marbre dont on fait des statues. En réalité, il est de la faïence dont on fait des bidets. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à se détacher de Jacques Chirac? Avant de vous répondre, je suis forcé de vous contredire. Je m'en excuse. Non, allez-y. Marie-France Garot n'a jamais prononcé cette phrase. Ça lui a été prêté. Ça fait partie de ces phrases apocryphes qu'on trouve partout, parce qu'on ne prête qu'aux riches. C'est un peu comme les phrases du général de Gaulle, les Français sont des veaux, etc. Oui, absolument. Il y en a beaucoup qui sont vraies, mais celle-là, je peux vous dire qu'on en a parlé 100 fois. Elle ne l'a jamais prononcée. Merci elle avait de corriger ça. Un jugement plus que nuancée sur Jacques Chirac, mais elle n'a jamais dit des horreurs pareilles. Ça, je vous le confirme. Ah oui, parce qu'effectivement, c'est la phrase qu'on voit le plus souvent, je pense. Absolument, c'est la phrase
qu'on cite le plus, mais c'est apocryphe. Elle avait beaucoup de choses à reprocher à Jacques Chirac, mais elle n'a jamais dit des choses aussi méchantes, parce que c'était... Contrairement à ce qu'on pense, c'était pas du tout son genre. C'est quelqu'un qui avait un humour absolument décapant, c'est quelqu'un qui pouvait être redoutable en débat. Moi, j'ai assisté à des débats où j'étais assez mal à l'aise pour les gens qui étaient confrontés à elle, parce qu'elle les pulvérisait littéralement avec le sourire. Bon, mais ça, c'était de la politique. Mais humainement, c'était quelqu'un qui ne disait rien de blessant. Vraiment. Bon, comme ça, voilà, au moins les choses sont dites. Vous avez eu raison. Non, alors la rupture avec Chirac, c'est, si vous voulez, quand Chirac, après l'élection européenne oui, c'est ça, tout de suite après l'échec du RPR à l'élection européenne de 1979, a considéré que le score du RPR ayant été très faible, il a fait 16%, c'était jamais arrivé pour un mouvement gaulliste, il fallait changer de braquet et il fallait surtout ne plus parler de ce qui fâche. Or, cette campagne européenne de 1979, avec le fameux appel de Cochin que vous avez cité, et ça, c'est bien elle, et Pierre Juillet, qui l'ont rédigé, c'était une campagne prophétique. Parce que lorsque vous regardez les thèmes qui ont été défendus à l'époque par Chirac, la liste c'était Chirac en 1, Debré en 2, Michel Debré en 2. C'est l'épure de tout ce qui se passe aujourd'hui. Les arguments qui seront ceux utilisés contre Maastricht en 92, contre le traité constitutionnel européen de 2005, ils sont rodés à ce moment-là, et pour certains, je le répète, ils sont prophétiques. Et voilà, le cardinal de Rais disait c'est un grand tort d'avoir raison trop tôt, ce qu'elle reprochait surtout à Chirac, qu'elle aimait beaucoup par ailleurs, mais c'était justement cette espèce de légèreté politicienne qui faisait que lorsqu'une chose ne marchait pas, on passait à une autre. Et elle trouvait qu'il faisait qui passait très, très vite sur ce qui aurait dû être des convictions et pas seulement une posture politique. Voilà les racines de leur rupture. Mais ça n'a jamais été une rupture personnelle. Ils se sont qui aurait mené à de tels propos. Voilà. On a raconté beaucoup de bêtises. D'accord. Quel était son regard sur le traité de Maastricht et puis sur l'Europe de façon générale qui a évolué ? Marie-France Garot a commencé quand elle était jeune, étudiante. Elle était assez tentée par Pierre Mendès France, entre autres choses, grâce au rôle, à cause du rôle que Mendès France avait au moment de la CED, la communauté européenne de défense, il faut le rappeler, de 1954, que Mendès France avait fait échouer très habilement. Et elle lui en savait gré, et elle avait beaucoup regretté qu'il ne soutienne pas le général de Gaulle. Et donc, cette affaire européenne, cette affaire de la supranationalité européenne, c'est-à-dire du dessaisissement de la démocratie, du dessaisissement des élus par une technocratie non contrôlée, était vraiment une de ses obsessions, et elle a lutté, elle est vraiment venue à la politique par ce biais. C'était une juriste qui avait été à l'école des plus grands, Jean Foyer, René Capitan, etc., et qui faisait de la souveraineté un absolu. Et donc, on ne comprend pas son parcours politique si on n'a pas ça en tête. Ça, c'est très important. Alors, le traité de Maastricht, elle est la première à le lire quand il est diffusé. Vous savez qu'on a eu beaucoup de mal à avoir le détail du traité de Maastricht qui est signé en 1991, en décembre 1991 entre les gouvernements, et dont les parlementaires n'obtiennent une copie qu'au printemps de 92. Et c'est absolument invraisemblable. Et dès qu'elle l'a, c'est elle qui va réveiller les consciences. Alors, il ne faut pas sous-estimer le rôle de Philippe Séguin, qui a porté ce combat à l'Assemblée lors de son grand discours du 6 mai 1992, mais le travail en arrière-plan, d'abord pour réveiller les consciences, elle est allée voir tout le monde, c'est Marie-France Garot qui avait autour d'elle un aréopage de juristes de très haute compétence, dont elle faisait partie, et qui ont décortiqué le traité, qui n'avaient aucun secret pour elle, et c'est elle qui a livré les argumentaires clés en main dans un livre, notamment qu'elle a co-signé avec Philippe Séguin, mais dont elle est le principal artisan, qui est paru en avril 92 et qui s'appelait De la France en général, de l'Europe
en général et de la France en particulier. Une dernière question, Éric Branca. Femme à la main de fer dans un gant de fer aussi, Richelieu en jupon, tant d'expressions pour désigner cette femme qui a su s'imposer comme principale conseillère politique, en demeurant toujours fidèle à ses convictions, en refusant la compromission pour satisfaire sa propre carrière. Est-ce que cette femme a, selon vous, inspiré de nouveaux modèles de dirigeants de parti aujourd'hui ? C'est très difficile à dire, mais je suis très heureusement surpris par les réactions. Ouais. Que je vois dans la presse et je découvre beaucoup de gens qui sont devenus des garodistes que j'ignorais. Oui, Voilà. effectivement, il y a eu des hommages de toutes parts. Hein, Absolument, absolument. Et puis je voudrais peut-être citer d'elle une citation que j'aime beaucoup, qui était de Pierre Juillet, mais qu'elle avait reprise à son compte et qui montre la distance qu'elle avait avec la politique et la modestie qui était la sienne. Pierre Juillet disait en politique, il y a un principe, il faut baisser la tête pour les couteaux, lever les pieds pour les fils et rire tous les jours. Et si on n'a pas de quoi rire de soi-même parce que c'est un sujet inépuisable. Merci beaucoup Éric Branca, très jolie conclusion. Je rappelle que vous êtes historien, journaliste, auteur de nombreux ouvrages, le dernier étant la République des imposteurs, il me semble, paru Absolument. cette année. Merci beaucoup Éric Branca. Merci à vous.